La nuit du 3 au 4 juillet 1943, un bombardier britannique a été abattu par la chasse allemande lors de son retour de mission de bombardement des zones industrielles de Cologne. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. When Britain is in danger, when trouble's in the air, we all forget our squabbles, its trespassers beware. The nation is united when danger looms in sight. We march along together and sing with all our might. We must all stick together and the clouds will soon roll by. We must all stick together, never mind the old school tie. United we shall stand, whatever. Le 3 juillet 1943 décolla à 20h20 le vol destiné au bombardement de Cologne, avec comme équipage John Redman, un des 3 survivants de cette expédition et le seul encore en vie, nous raconte son aventure. At the very beginning, from when we took off from Lisset, it was Quand nous avons décollé de Lisset, c'était par une nuit très noire. Une fois passé la côte néerlandaise, les canons antiaériens ont commencé à tirer. Comme ça, au moins, nous savions ce qui nous attendait. En approchant de Cologne, on était dans la lumière des projecteurs et puis peu de temps après, dans celle du projecteur principal. On ne savait pas quoi faire et j'ai dit au pilote, Preston, de plonger vers les projecteurs pour leur faire peur, mais ça n'a pas marché. Alors on a commencé à voler en tire-bouchon et on a réussi à sortir de la lumière. Après ça, on est remonté pour remettre le cap sur l'objectif et nous avons largué nos bombes. Peu après, nous avons été attaqués par un Messerschmitt 110 avec un canon sur le dos. On appelait ça un Schragmusik. Il tirait à la verticale. Il a commencé à tirer sur nous et plusieurs moteurs étaient en flammes. D'abord, il y a eu la panique, mais peu de temps après, on s'est tous repris. J'ai réalisé à ce moment-là que la situation était très sérieuse et qu'on n'avait aucune chance. Alors j'ai demandé au pilote Preston si on devait sauter en parachute, et il a répondu oui. Je savais que c'était urgent, car l'avion descendait très vite et j'ai retiré le panneau de sauvetage. Alors j'ai sauté le plus vite possible pour donner une chance aux autres membres de l'équipage de sauter aussi. 2 m'ont suivi par le même chemin, les autres devaient sauter par d'autres ouvertures. J'ai pensé que Preston allait aussi sauter, mais apparemment il voulait faire quelque chose d'audacieux. Il voulait redresser l'avion, mais cela n'a pas réussi. Et au moment où il a essayé de sauter, l'avion était trop bas et son parachute ne s'est pas ouvert. C'est à Anse, au nord de Liège, que le bombardier s'écrasa. Monsieur Capellen s'en souvient encore. Nous nous avons été éveillés par un bruit inhabituel, comme un genre de sirène. Alors nous sommes descendus dans le jardin pour avoir une meilleure vue dégagée, pour voir ce qui se passait dans le ciel. Et alors nous avons vu surgir une boule de feu derrière la maison. C'était le Halifax qui était en plein incendie, hein. Et alors il est passé à quelques mètres au-dessus du toit de ma maison. Et alors il s'est dirigé vers Loncin en longeant la Grande Route. Donc au sud de la Grande Route. Il venait de Liège. J'ai même pas entendu l'impact. Mais quand le jour s'est levé, dans le jardin,
Nous avions des sentiers cimentés et c'était sur le ciment, on voyait des traces d'huile. Le lendemain matin, M. Cappelen s'est rendu sur les lieux de l'accident. Et quand je suis arrivé à la hauteur du fort de Lonsaint, j'ai vu alors ce qui s'était passé, j'ai vu l'avion qui était... Mais j'ai vu des débris d'avion, c'était un enchevêtrement de tôle et alors on ne distinguait plus que c'était un avion. Sur la seule chose qui avait bien entière, c'était le pneu là au milieu de la grande route. Lui était trôné vraiment entre le fort de Lonsaint et le lieu de l'impact. L'association patriotique Les Ansois Reconnaissants a émis le souhait de commémorer le 50e anniversaire de ce triste fait de guerre. Monsieur Jean-Marie Gendarme fut chargé de retrouver les traces des survivants. Les Ansois Reconnaissants ont la chance d'avoir des archives relativement importantes. Alors, j'ai repris ces archives à la maison, qui étaient chez notre président de l'époque, M. Marcel Ardenne, et j'ai eu l'idée de lire toutes ces archives. Et je suis tombé sur cet événement de 1943, où il y a quelques feuillets qui racontent l'événement et qui citent les noms des personnes qui se trouvaient dans cet avion. Et j'ai eu une idée un peu bizarre de me dire, mais est-ce qu'il y a encore des survivants? Parce qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient décédées lors du crash et des personnes qui avaient survécu. Donc je me suis adressé à l'ambassade de Grande-Bretagne à Bruxelles, rue d'Arlon. J'ai sollicité une entrevue chez monsieur l'ambassadeur, qui m'a gentiment reçu. Il m'a dit, écoutez, je ne m'occupe pas beaucoup de cela, mais je vais vous transférer chez mon attaché militaire, qui, lui, est plus au fait de ce genre de questions. Je suis passé chez cet attaché militaire, nous avons un peu discuté, et je lui ai raconté l'histoire. Et alors, chose extraordinaire, ce monsieur m'a dit, je voyais au fur et à mesure que je racontais l'histoire, je voyais ce monsieur qui se tassait dans son fauteuil et qui manifestement avait l'air ému de l'histoire que je lui racontais. Alors il dit, monsieur gendarme, il y a des événements extraordinaires dans la vie et celui-ci en est un. Mon papa, que je n'ai pas connu, a fait partie de cette escadrille. En fait, maman était enceinte pendant la guerre, papa est parti et il n'est jamais revenu. Donc je n'ai jamais connu mon père et il fait partie de cette escadrille. Après avoir contacté l'ambassade et le ministère de la Défense nationale du Royaume-Uni sans succès, M. Gendarme persévéra. On m'a conseillé d'envoyer un courrier à la BBC et dans différents journaux. Et j'ai envoyé un courrier à la BBC pour faire paraître un télétexte. Donc mon courrier est paru. Et alors, le 1er janvier, à 8 heures du soir, le téléphone sonne. Et mon épouse dit, il y a quelqu'un qui parle anglais, là, c'est certainement un gars de ta société qui vient te déranger un 1er janvier. Et je tombe sur un monsieur qui me dit, vous êtes bien monsieur gendarme? Oui, et vous êtes bien à la recherche des personnes qui ont survécu dans l'avion? Oui. Eh bien, moi, j'en connais un, me dit-il. Ah, monsieur John Redman, je vais vous donner son numéro de téléphone et son adresse. Le lendemain ou le surlendemain, je retourne au bureau. Et durant la journée, j'appelle un de mes collègues anglais, parce que vous savez, vous avez beau connaître l'anglais, les prononciations, notamment dans la région de Londres, sont parfois un peu difficiles, et je me dis, si j'ai des difficultés à contacter ce monsieur, il pourra m'aider. Et alors, j'ai un téléphone en main libre, je fais le numéro de téléphone, ça sonne, sonnerie typiquement britannique, et à un moment donné, j'entends « Hello ?» Je dis « Mr. John Redman ?»« Yes ?» Alors je lui explique en anglais que je suis Jean-Marie Gendarme, d'une association Les Ansois Reconnaissants, et qu'on recherche le survivant de l'avion, et je lui ai dit oui, c'est moi. Alors je lui pose la question de savoir s'il y a encore un autre survivant. Malheureusement, il y avait M. Moss, mais qui était décédé, si mes souvenirs sont exacts, 2 ans plus tôt d'un cancer. Je dis, écoutez, je vais vous recontacter. Manifestement, le monsieur était excessivement ému, et je dois vous dire que moi, j'étais aussi très ému, et j'en avais des frissons, comme on dit, parce que 50 ans plus tard, c'était assez extraordinaire. Donc j'ai écrit alors à John Redman. Entre-temps, il y a un autre monsieur, un ancien policier britannique, qui m'a contacté. Lui a fait des recherches via le Canada et les États-Unis. Et nous avons eu la chance, je vous épargne tous les détails des courriers et autres, nous nous sommes mis d'accord sur une date, c'était au mois de septembre,
Et toutes ces personnes sont venues. Alors, il y avait la famille Preston qui venait du Canada. Et la dame m'a dit, écoutez, monsieur, ça fait 50 ans qu'on dit on va aller sur la tombe de mon frère. Et il y a eu 1000 raisons pour lesquelles nous ne sommes pas venus. Et maintenant, nous allons aller sur la tombe de notre frère. Entre-temps, nous avons accueilli Madame Moss, qui nous a fait la gentillesse de venir, et aussi ce policier britannique qui est venu avec son épouse. Ils sont arrivés le vendredi soir, et alors le samedi, nous sommes venus les chercher avec les Ansois reconnaissants, et nous sommes partis au cimetière à Everley pour retrouver la tombe. J'avais été au préalable reconnaître les lieux pour être certain de ne pas balader les gens dans le cimetière. Vous savez, ils venaient depuis tant d'années, il était inutile de perdre son temps. Et alors nous sommes allés sur les tombes de tous ces gens-là, et nous avons piqué un drapeau britannique, un drapeau canadien et un drapeau belge, et on a déposé des fleurs. Et je peux vous dire, et quand j'en parle, j'en suis encore ému, vous auriez entendu voler les mouches dans le cimetière, parce que nous étions avec des gens qui, comme on dit, ont la parole facile, mais c'était une émotion que ces gens qui avaient attendu si longtemps puissent retrouver leur famille comme ça dans un cimetière qui est parfaitement entretenu d'ailleurs. Après cela, le dimanche, nous avons fait une cérémonie ici au mémorial avec des autorités. Moi, je pensais qu'il allait venir 10-15 personnes. Quand je suis arrivé, en plus, il faisait superbe. Il y avait plein de gens qui nous attendaient. Il y avait des associations patriotiques, des anciens pilotes, il y avait des drapeaux. Enfin, bref, c'était fantastique. Et puis après, nous sommes allés au local des pensionnés du couvent central à Anse. Nous sommes allés prendre le repas jusqu'à 6-7 heures du soir, notamment avec le représentant de l'ambassade, les familles des personnes qui avaient fait le déplacement. Et puis ces gens sont retournés le dimanche. Voilà comment on a retrouvé M. John Redman et les familles des gens qui ont survécu à ce terrible crash de 1943. Un beau jour du mois de juin 1976, M. et Mme Ancelard, en vacances à la côte belge, furent interpellés par un couple d'Anglais, alors que M. Ancelard feuilletait un magazine sur l'aviation de la dernière guerre mondiale. À la table à côté de nous, il y avait 2 Anglais, un homme et une femme. Et le monsieur me demandait si j'étais intéressé sur les choses qui se sont passées dans l'air pendant la Seconde Guerre mondiale. Je lui ai affirmé. Et il m'a dit que lui, il avait été bombardier dans la Royal Air Force et que son avion, en 1943, avait été descendu au-dessus de la Belgique. Ils étaient de retour, lui et ses collègues, d'un vol sur Cologne. Patrick Ancelard fut l'objet d'une demande de cet Anglais. M. John Redman, en l'occurrence, lui demanda de retrouver les traces des survivants à partir du sol belge. Tout d'abord, j'ai contacté le PRO, c'est le Public Record Office en Angleterre, qui m'ont envoyé une feuille avec les dernières informations du dernier vol de John. Là, j'ai trouvé les noms de John et des autres équipiers de l'avion. Là aussi, j'ai su que 4 d'entre eux n'avaient pas survécu le crash et que 3 ont été faits prisonniers de guerre. Après ça, j'ai contacté le Commonwealth War Grave Commission pour savoir où ces 4 amis avaient été enterrés. Après avoir pris contact avec les services de police de l'État civil et canadien et l'armée anglaise, faute d'autorisation spéciale, aucune information ne put être obtenue. Mais M. Ancelard ne baissa pas les bras. En 1983, j'ai fait un article dans un journal flamand. Il y a eu un reportage sur la BBC. Comme j'avais rencontré quelqu'un, un ancien combattant, qui avait un ami qui travaillait comme reporter dans la BBC, ils ont fait ça pour moi. Et je suis aussi sur la radio flamande, belge, aussi une demande d'information. Ça a donné beaucoup d'informations, mais pas toujours les bonnes réponses. Par après, je suis tout de même arrivé à trouver que c'était ici à Loncin, près du fort, et je lui ai dit ça, et je lui ai dit que les 4 membres de son équipage qui étaient morts étaient enterrés à Oud-Heverlee.
John Redman souhaitait également retrouver le trajet qu'il avait pu faire après le crash de l'Halifax à Anse. John m'avait aussi demandé si je pouvais lui aider à entrer dans la prison de Fresnes, près de Paris. Et j'ai contacté la Fédération nationale des anciens de la résistance de France. Mais comme il y avait des problèmes avec la sécurité, ça ne s'est pas fait. Ce que j'ai bien en 1994 pu faire, c'est lui emmener à Warfusé, où est le château, où il a été caché pendant plusieurs jours pendant sa fuite ici en Belgique. Après ça, j'ai contacté Dédé Dumont et Michou de Greef, deux membres du réseau Comet, pour en savoir plus sur la manière et la place où il a été arrêté par les Allemands à Paris. Mais là, il n'avait pas de réponse non plus. Le réseau de résistants Comet avait été infiltré par les Allemands. Les documents sont rares et seules les archives allemandes de l'époque peuvent en attester. Il y a 10 ou 15 ans, quelque chose comme ça, John m'a dit qu'il ne pouvait plus venir en Belgique, que c'était trop fatigant pour lui. Et là, il m'a demandé si je pouvais fleurir les tombes et venir au monument à Lonsin le 11 novembre en son nom pour commémorer ses amis qui ont perdu leur vie dans le crash de l'avion. Et depuis ce jour-là, chaque 11 novembre, on vient en famille, ici à Lonsin, à Haute-Heverlee, on met des petites croix avec des poppies et une couronne à la place du monument. Ce fait de guerre dramatique fait l'objet d'un musée dans l'enceinte du fort de Lonsin. Mais quelle raison poussa Francis Macour à relater spécialement cet événement? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ce musée a pour but de faire revivre la mémoire de ces hommes. Effectivement, c'est un travail de mémoire, car ce sont des gens qui ont donné leur vie pour notre liberté. Si nous sommes libres aujourd'hui, c'est certainement grâce un peu en partie à eux. Et comme l'a très bien dit quelqu'un dans un texte que j'ai trouvé sur Internet, mais dont je n'ai pas le nom de l'auteur, « Tant que tu penses à moi, tu ne meurs jamais ». La pièce maîtresse est assurément un morceau de la carlingue de l'avion. Nous avons retrouvé pratiquement par accident une vieille tôle dans une ferme. La tôle était toute verte, on se demandait ce qu'on allait en faire. Et puis, on a quand même pu l'exposer après restauration. Lors de vos recherches, vous avez bien sûr rencontré John Redman. Ça a été le grand moment d'émotion, aussi bien pour lui que pour moi. Nous nous étions déjà téléphonés auparavant, mais alors la rencontre, et quand je lui ai dit qu'on envisageait de faire un musée racontant son histoire, là, il était pratiquement en transe. Je crois que je peux avoir tout ce que je veux hors de lui. D'ailleurs, chaque fois que j'y vais, il me donne ses souvenirs, ses documents. Après avoir sauté en parachute, John Redman se retrouve dans la campagne, sans trop pouvoir s'orienter. Pour lui commence un périple difficile en territoire occupé. When I reached around, I could hear voices saying, "Tommy, Tommy, come, come." Quand je suis arrivé au sol, j'ai entendu des voix qui criaient « Tommy, Tommy, venez, venez !» Je suis parti seul, mais un peu plus loin, près d'une route, quelqu'un m'a demandé si j'étais anglais. J'ai dit oui. Il m'a demandé d'attendre pendant qu'il allait chercher des vêtements civils. Il est revenu avec une salopette et des sandales. Moi, je ne voulais pas lui donner de l'argent, mais il me l'a quand même pris. Au bout d'un moment, je suis reparti. J'avais quelques blessures. La première nuit, j'ai dormi dans les champs de maïs. Je recouvrais mes yeux avec la casquette. Ensuite, j'ai continué ma route et j'ai frappé à la porte d'une ferme. Les fermiers ont ouvert, mais ils avaient peur, car comme ils avaient entendu le bruit de l'avion qui s'était écrasé, ils savaient que j'étais un aviateur. Alors j'ai continué mon chemin et j'ai frappé à une autre porte. Ces gens-là m'ont guidé vers le château de Warfusé. Son propriétaire m'a caché dans une pièce, sous les toits, et a soigné mes blessures à l'épaule et à la jambe. Quelques jours plus tard, j'ai quitté le château. J'ai gravi une colline en bicyclette et je suis arrivé à proximité d'une rivière où j'ai attendu l'arrivée d'un train.
Je suis monté avec un homme dans un des wagons et on est parti vers Liège. Là, j'ai réalisé que j'étais dans les mains de la résistance. Dans une benne à ordures, on m'a emmené vers un café appelé Au Blé d'Or. Ensuite, je suis parti vers une maison bourgeoise, près d'une rivière et d'un pont. J'étais là avec un autre homme, un Français. Je logeais dans le grenier. Je suis resté là quelques jours. Je ne me rappelle pas du nom de la femme, mais l'homme dans cette maison s'appelait Louis. Il était barman. Un jour, on m'a dit que l'on partait pour Bruxelles en voiture. En chemin, on est passé devant le quartier général de la Gestapo. Je me disais que ces gens-là connaissaient quelqu'un qui pouvait m'aider et que j'étais certainement en route vers l'Angleterre. Après la guerre, j'ai appris que la maison où on logeait à Bruxelles appartenait au réseau Comet. Dans cette maison, il y avait un chef d'escadrille et un colonel aviateur. On m'a donné un passeport au nom d'Edmond Kempf. Avec une cigarette, j'ai un peu sali le passeport pour lui donner un aspect usagé. John Redman est transféré de Bruxelles à Paris. Et c'est à partir de ce moment-là que les ennuis ont commencé, car la résistance avait été infiltrée par les troupes d'occupation. Ce n'est que longtemps après la guerre que John apprit cette trahison. Après quelques jours, on nous a dit qu'on rentrait à la maison. À Paris, on est allé manger dans un restaurant. Il y avait des Allemands. Je me disais que nos guides savaient ce qu'ils faisaient. À la sortie, quand on fut de nouveau dans la rue, on a vu qu'il y avait de l'agitation. Il y avait des hommes avec des fusils. Un d'entre eux m'a attrapé par le dos et il m'a emmené vers un vieil autobus. De là, on est allé à plusieurs vers la prison de Fresnes. On m'a mis dans une cellule au 5e étage avec un Français et un pilote de Mosquito qu'on avait descendu 2 semaines auparavant. Tous les 15 jours, on venait me chercher dans ma cellule pour me faire subir des interrogatoires musclés afin de connaître l'endroit où j'étais tombé en parachute. Je leur ai répondu que je ne savais pas parce que je ne connaissais pas le pays, que j'étais un étranger, que je ne savais pas plutôt ce qui se passait. On m'a dit que j'étais en prison à Paris et que je devais tout dire, sinon ils allaient me fusiller. Après cet épisode, John fut transféré en Allemagne. Ça a duré quelques semaines et puis un jour, je suis parti en train à destination de Francfort. On nous conduisit à un bureau d'interrogatoire et quand on sortait de ce centre, on nous faisait défiler dans la ville avec des pancartes où il était inscrit « Tueur de bébés ». Un jour, on nous a mis dans des fourgons à bestiaux, 60 à 70 prisonniers par wagon. Il n'y avait pas de toilette, on avait juste un peu d'eau. On a voyagé 2 à 3 jours. Parfois, on s'arrêtait à cause des bombardements. Puis, je suis arrivé dans le camp de prisonniers de guerre, Stalag 4B, à Mühlberg. À mon grand étonnement, il y avait des milliers de prisonniers, des Russes, des aviateurs anglais, mais pas d'officiers, seulement des sergents comme moi. On m'a donné un matelas de paille et on m'a montré l'endroit où je pouvais me mettre. Après un bout de temps, j'ai décidé de m'évader. J'ai changé mon identité avec quelqu'un de l'armée de terre qui était prisonnier aussi. On a échangé nos plaques qui portaient notre numéro de prisonnier. J'ai appris par cœur le nom de son père, de sa mère et d'autres détails sur lui. Alors je suis allé travailler hors du camp à sa place. J'ai fait ça plusieurs fois et un beau jour, je me suis dit je m'évade, il faut que je m'évade de ce lieu de travail. Faisant usage d'un subterfuge, le sergent Redman prit le parti de braver le danger. J'ai réussi à rejoindre les lignes russes, juste au moment et à l'endroit où les Russes et les Américains se sont rejoints. C'était Torgau. De là, on m'a rapatrié vers l'Angleterre où je suis resté à l'hôpital pendant 18 mois pour me soigner d'une tuberculose. Tout cela, ce n'est qu'une très brève partie de ma vie, mais je peux vous assurer que cela comptait beaucoup plus. J'espère que même moi, en tant qu'aviateur et surtout en tant que volontaire de la RAF, parce qu'on était tous des volontaires, j'espère que mes histoires vous ont intéressé. On ne se souciait de rien d'autre que de voler, bombarder et rentrer. C'est tout ce qu'on faisait.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous donnaient les meilleurs avions, parce que nous étions tous des volontaires. When Britain is in danger, when trouble's in the air, we all forget our squabbles, its trespassers beware. The nation is united when danger looms in sight. We march along together.